Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. C'est un nouveau numéro de 2 heures de marche sur Montagne TV à 2,50 m du lac d'Annecy et je vous prie de me croire, avec la température qu'il fait aujourd'hui, on préférerait être à l'intérieur du lac. Mais nous avons trop de choses à faire. Nous aurons d'ici quelques instants comme invité une dame qui organise l'Ultra Trail du Mont Blanc. Vous en avez certainement entendu parler, course d'endurance, plus de 160 km autour du massif du Mont Blanc. Certains diront c'est inhumain, mais d'autres trouvent ça tout à fait normal. On en parlera avec elle. Et puis Anne Valero sera également notre invitée. J'ai tenu particulièrement à l'inviter. Elle est coach sportif, entraîneur. Elle fait de la préparation physique pour obtenir finalement un corps de rêve. J'ai un peu trop mangé à la cantine cette année. On les retrouve d'ici quelques instants. Vous avez toutes et tous entendu au moins une fois parler dans votre vie de l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. La créatrice de l'événement est avec nous aujourd'hui. Merci d'être avec nous, Catherine. Bonjour, Vous allez bien ? corrige, l'une des créatrices. L'une des créatrices. Vous étiez combien dans cette aventure complètement loufoque ? Au départ, on était 9 copains autour Ouais. d'une table et donc c'est pour ça que je maintiens, c'est vraiment une des créatrices. À tout seul, on ne fait pas une chose comme ça. Surtout que vous êtes venu de loin pour avoir cette idée farfelue. Vous n'êtes pas originaire de la région, loin de là. Vous êtes vraiment de l'autre côté de la France, beaucoup plus à l'ouest, à Saintes, c'est ça ? Je suis née à Saintes, mais malheureusement, il y a quand même un certain temps. Ouais. Donc vous avez eu le temps de vous acclimater et de faire des globules rouges ? Exactement, j'ai eu pas mal de temps. C'est vrai que j'ai épousé Michel qui, lui, est né à Chamonix. On a fait nos études ensemble à Grenoble. Et puis, après, il voulait absolument rentrer vivre dans son village natal. Donc, on est allé s'occuper de vivre à Chamonix. Avant de lancer cette aventure de l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est une course d'endurance, on va en parler et détailler justement ce en quoi ça consiste, comment vous est venue l'idée ? Vous étiez tous les deux passionnés de montagne, véritablement ? Vous faisiez quoi ? De la course, de l'alpinisme ou pas du tout ? Même pas tant que ça. En fait, Michel était skieur de fond. Et on faisait du ski de fond ensemble. Et c'est probablement ça qui nous a amené à vivre des choses. On s'est dit, tiens, en tant que fondeur, un des rêves des fondeurs, c'est d'aller faire la Vasalopette une fois dans sa vie, Bien sûr. de participer à cette grande épreuve de masse. Et puis, quand on est fondeur, l'été, pour s'entraîner, comme il n'y a pas trop de neige, on court sur les chemins. Et c'est comme ça que Michel, lui, il a commencé à courir. Et puis moi, j'allais me balader. Mais c'est plus le goût de l'organisation qui, personnellement, m'a amené là, puisque en 87, on organisait les premiers internationaux de parapente à Chamonix. Et c'est vrai que j'avais vécu cette expérience de l'organisation, et ça m'avait vraiment beaucoup plu, beaucoup intéressé. Après, j'ai fait autre chose, parce que, pour plusieurs raisons, j'ai laissé le parapente. Mais en fait, c'est vraiment ce goût de l'organisation de mon côté et le goût du sport et de la montagne pour Michel qui ont amené ces possibilités-là. Alors, cette Ultra Trail du Mont Blanc, c'est la course d'endurance par excellence. Est-ce que c'est la plus dure organisée en France ? Oui. Non, je ne le dirais pas comme ça, parce que d'abord, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui veulent, et puis de l'objectif de chacun. Quelqu'un qui va prendre l'Ultra Trail du Mont Blanc sans objectif de place, Ouais. qui est bien entraîné, eh bien, il va le faire sans stress et il va le faire sans que ça soit la plus dure. Par contre, quelqu'un qui va le faire avec un objectif de place, de podium, c'est beaucoup plus dur parce qu'il ne se bat pas que contre lui, il se bat aussi contre les autres. Et là, ça rend les choses très compliquées, d'autant qu'il y a le stress. Est-ce qu'il me rattrape ? Est-ce qu'il ne me rattrape pas ? Est-ce que je suis bien placée, mais il faut que je le rattrape ? Est-ce que je n'ai pas démarré trop vite ? Est-ce que je vais tenir Voilà. sur la distance, etc. Et ce stress-là, je pense qu'il doit être extrêmement problématique pour les coureurs, parce qu'il y en a peu qui arrivent. Ils arrivent tous en disant « je vais faire ma course ». Faire sa course, ça veut dire effectivement qu'on va l'organiser de manière extrêmement indépendante, comme on l'a préparée. Mais je pense que toute l'émotion qu'il y a au départ, le fait de courir avec tout le monde, ça doit fragiliser
ses décisions et puis comme tout le monde, on se met à courir trop vite au début et puis après, voilà. Bon, qu'on le fasse pour un challenge personnel comme vous l'avez évoqué ou pour une compétition vis-à-vis des autres, malgré tout, il faut une préparation solide parce que c'est 166 km ou 168 km de course. Alors c'est assez difficile, entre 168 et 170, c'est selon les méthodes de mesure. Hein, parce que ce n'est pas une question de dire j'en mets 2 de plus, 2 de moins, c'est que les méthodes de mesure sont toutes relatives. C'est combien de mètres de dénivelé? 9600 mètres et avec les mêmes réserves. Et c'est à réaliser sur un temps défini? Alors c'est en 46 heures maximum et les premiers mettent jusqu'à présent un petit peu plus de 20 heures. Très bien. Et les derniers, tout le monde rentre plus ou moins? 46 heures, sinon ils sont arrêtés avant. Et il y en a beaucoup qui sont hors délai? Ben oui, mais on les arrête au fur et à mesure parce qu'il y a des barrières horaires, ça sert à ça les barrières horaires. Bien sûr. Combien de participants l'année dernière? Alors sur l'événement ou sur l'UTMB? Sur l'événement, parce que c'est pas la même chose. On va parler de l'UTMB dans un premier temps. Sur l'UTMB, il y a 2300 partants. Alors, c'est entre 2300 et 2400 parce qu'il est clair qu'on a mis une limite à 2003, mais on s'interdit de faire en sorte qu'il y ait moins de 2300 coureurs qui prennent le départ parce que ça serait extrêmement frustrant pour quand on sait qu'on a refusé aujourd'hui, alors sur l'UTMB, entre 2500 et 2700 personnes qu'on a refusé au tirage au sort sur l'UTMB. Imaginez ce que chacun d'entre eux pourrait penser si il y avait moins de 2300 personnes au départ. Alors vous parliez de l'événement dans sa globalité parce qu'il y a l'UTMB et puis il y a d'autres courses parce qu'il y avait un succès tellement grandissant qu'il a fallu créer d'autres courses ou c'était pour quelle autre raison? Ben, la première, la CCC, c'est pas parce que oui, on avait beaucoup de gens sur l'UTMB, mais c'est surtout qu'on trouvait extrêmement dommage qu'il y ait autant de gens qui s'arrêtent à Courmayeur et qui ne voient jamais le passage de Courmayeur en passant par la Suisse et en arrivant à Chamonix. Et c'est ce qui nous a décidé à faire la CCC pour pouvoir avoir 2 niveaux, si je puis dire. Alors la CCC, c'est Courmayeur-Chamonix, j'imagine que ce sont 2 C déjà. Oui, et Champé au milieu. Champé qui est la Suisse. Très bien. Donc il y a Courmayeur Italie, il y a le C italien, le C suisse et le C français. Et ça fait une course de combien de kilomètres? Ça fait une course de 100 km, ce qui est déjà quand même pas rien. Ah, c'est pas rien, je confirme. Il y a 5600 mètres de dénivelé, c'est toujours pas rien du tout, c'est quand même un ultra, c'est quand même extrêmement... c'est pas évident de le finir, et donc... On va dire que c'est un palier avant de participer à l'UTMB? Ça pourrait être considéré comme cela? Oui et non. Oui et non. En fait, oui, dans le sens qu'il vaut mieux... Quand on n'est pas habitué à courir sur des chemins alpins, commencer par faire une distance qui soit un peu raisonnable, si j'ose dire que c'est raisonnable de courir 100 km, mais pas forcément parce qu'il y a des gens qui préfèrent courir des 100 km, qui n'ont pas envie, une seconde, de faire 170 km. Je pense que ce qui est très important dans l'ultra et quand on arrive à des distances de ce genre ou quel que soit le niveau, c'est qu'il ne faut le faire que si on en a intimement envie. On ne le fait pas pour autre chose, on ne le fait pas pour se montrer, on ne le fait pas pour prouver aux autres, parce que là je pense qu'on biaise les choses, on pipe les dés et on a peu de chances d'arriver au bout. Il faut avoir tellement de volonté, c'est quand même extrêmement difficile. Il faut se dire que même si on est les meilleurs, mais la grosse majorité des gens vont se retrouver, si c'est sur l'UTMB, pendant à peu près 35 heures d'efforts durs, parfois seuls, parfois ils souffrent. Et ceux qui font la CCC, ça va être une vingtaine d'heures. Bien sûr, bien sûr. Lorsqu'on veut participer à une épreuve comme celle-ci, est-ce qu'on est obligé de vous fournir un certificat médical ou quelque chose de ce genre? Ah bah oui, ça c'est la loi française. C'est la loi française. Mais j'imagine que votre sérieux en matière d'organisation fait aussi que vous vous assurez que la personne va au moins pouvoir le réaliser dans de bonnes conditions et que ce ne soit pas forcément un calvaire du premier kilomètre au dernier kilomètre pour elle. On n'a pas beaucoup de solutions pour ça. On a mis en place... c'est pas évident de juger des coureurs qu'on ne connaît pas. Bien sûr. Sur quels critères? Quand on regarde qu'il y a des élites qui finissent pas, parce que pour une raison quelconque, tout simplement parce que
Quand on est élite, je pense qu'on est toujours assez sur la tranche, sur la corde raide, ça passe ou ça casse parce qu'on pousse la machine à son maximum, on essaye d'optimiser complètement. Donc s'il y a un coup de moins bien, il est d'autant plus violent et on s'arrête. On a beaucoup exagéré en disant que des gens s'arrêtaient parce qu'ils n'allaient pas gagner ou ils allaient se retrouver pas bien placés. Moi je pense que c'est plus qu'on est des gens qui poussent au maximum leurs possibilités, qui les optimisent et puis si on va moins bien, parce que dans la vie il y a toujours des jours où on va moins bien, la machine dit stop. Et la machine elle dit stop et je pense que c'est intelligent de savoir s'arrêter quand la machine dit stop. Bien plus sage. Donc on n'a pas cette possibilité une possibilité objective de juger les gens, parce qu'il n'y en a pas. Donc nous au départ on est plutôt parti sur un autre point de vue. Quand on a mis des points de qualification, c'était parce qu'on avait trop de monde et on ne savait pas comment faire en sorte que ça soit au moins réservé aux gens qui pratiquaient la discipline. Je me suis dit, en même temps, on fait un trail, donc je préférerais que ça soit au moins réservé à des trailers. Donc on va déjà essayer de limiter les choses en demandant aux gens d'avoir fait au moins un trail ou 2 trails. Et il s'est avéré que c'est là qu'on a mis nos premiers points de qualification qui permettaient de dire oui, c'est pas parce que tu es excellent en marathon, en course sur route ou bien en ski alpinisme que tu as forcément une place réservée sur ce trail-là. Soit trailer et après tu viendras. Mais avant de se lancer dans l'aventure sans savoir exactement où on va, il y a un site internet qu'on peut consulter, j'imagine, pour se renseigner sur la course, les conditions d'inscription et tout cela. Je pense que c'est le premier devoir d'un organisateur. On peut demander aux coureurs d'être lucides, mais pour qu'ils puissent l'être, il faut leur donner les renseignements qui vont bien, sinon ça ne sert à rien. Merci mille fois d'être venu nous parler de cette course d'excellence, je dirais. Une personne va nous rejoindre d'ici quelques instants. Elle n'est pas encore à l'UTMB. Mais elle s'y prépare, elle fait déjà la CCC. C'est Anne Valero qui est coach sportif, préparateur physique. Elle vient nous parler justement de tout cela. Soyez en forme les amis, on l'écoute d'ici quelques instants. Anne Valero est maintenant notre invitée et nous allons parler ensemble, Anne, d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, la préparation physique. Vous avez vu le gabarit? Oui, il n'y a pas de gabarit type. Hein. Vas-y donc, on part avec un petit peu de handicap quand même en ce qui me concerne. Vous êtes préparateur physique, coach sportif, sportif également et athlète de haut niveau. Vous pratiquez quelle activité en priorité en compétition, j'entends? Le trail? Le trail en ce moment, oui. On en parlait il y a quelques instants. Vous avez déjà participé à l'UTMB? La CCC, et je renouvelle ma participation cette année. Très bien. Vous êtes prête? Pas maintenant, mais je le serai le jour J. On se prépare pour vraiment une échéance, une date particulière, mais vous vous entraînez toute l'année? Oui, avec des cycles, on va dire, d'entraînement, ou des périodes d'entraînement, puisque maintenant on ne parle plus de cycles, mais l'objectif de tout sportif, c'est d'être prêt le jour J. On ne peut pas être toujours au top. Alors parlez-moi de votre métier de coach sportif. Vous allez à chaque fois tomber sur une personne avec, bien sûr, je dirais un physique complètement différent. Il n'y a pas de gabarit standard, dirons-nous. Donc c'est à chaque fois essayer de s'imprégner un petit peu de l'histoire de cette personne pour essayer de lui trouver la meilleure préparation en fonction de ses objectifs et professionnels et autres. Voilà, tout à fait. Moi, je me suis vraiment penchée sur la préparation physique, l'entraînement personnalisé. C'est vraiment ce qui me fascine, de me pencher sur l'histoire du personnage. On est vraiment tous différents. Et d'essayer de coller au mieux à cette personne pour la suivre, l'accompagner dans son challenge, voir son rêve. C'est vraiment, pour que cette personne garde la motivation, il faut qu'on obtienne des résultats assez rapidement. En combien de temps vous commencez à obtenir des résultats qui peuvent satisfaire la personne ou en tout cas faire en sorte qu'elle se sente mieux? Alors, on procède par étapes. En effet, il faut mettre des objectifs intermédiaires avant l'objectif final pour lui montrer la progression. Il faut flatter son ego, quoi. C'est vrai, on en a tous besoin. Et le rassurer, mettre en confiance et l'accompagner semaine après semaine. Oui. Moi, je ne donne jamais de délai. Après, la personne choisit son objectif, soit c'est moi qui l'aide à choisir.
Mais c'est vrai qu'il faut minimum, on va dire, 3 mois de préparation. Après, ça va dépendre du passé de la personne. Hein. Là, on parle de préparation, on ne parle pas d'entretien forcément au quotidien de sa condition physique et de son bien-être. Ça se passe sur une durée qui est illimitée finalement. Ce que vous allez donner, ce sont quoi? Des outils pour permettre à cette personne de se sentir vraiment en forme tout au long de l'année? Voilà, tout à fait. Je vais vraiment mettre la personne, le sujet dans sa propre préparation. Il faut que je ne vais pas être à ses côtés toute sa vie. Donc la personne, je lui explique comment je procède, il faut qu'il comprenne et tant qu'il ne comprend pas, j'explique et on avance comme ça. Mais la personne est vraiment acteur, actrice de sa préparation. Et à 300%. Oui, à 300%, et il le faut. Quand on parle de préparation physique, j'imagine que l'alimentation fait également partie de cette préparation. Vous travaillez de quelle manière en réseau avec des diététiciens? Oui, tout à fait, avec des diététiciens, nutritionnistes, préparateurs mentaux. On ne peut pas être compétent dans tous les domaines, donc moi j'aime beaucoup ce travail en équipe, en staff. Et j'essaie d'avoir un carnet d'adresses assez étendu pour pouvoir envoyer mes clients, on va dire, entre guillemets, j'aime pas dire clients, mais mes sportifs, partout dans la France, chez des gens que je connais, que je côtoie et avec qui après on peut suivre justement, c'est intéressant, je les questionne sur l'avancée et eux ont totalement confiance si c'est moi qui les envoie, donc ça se passe très bien. Est-ce que vous assurez un suivi? Une personne qui vient vous voir et qui, comme moi, souffrirait d'une surcharge pondérale, est-ce qu'à un moment donné, dès que la préparation physique a été établie, vous allez le suivre dans le temps ou est-ce que, surtout, les conseils que vous lui donnez vont être mis en application sur la durée? Ça, c'est libre à chacun après de suivre, mais c'est ce que je conseille avant tout. Si on débute un travail ensemble, c'est pour le perdurer. Mais vous leur donnez tellement envie que j'imagine que ça continue dans le temps, non? La plupart continuent, ouais, c'est vrai. Et après, la perte de poids, c'est vrai que c'est un peu le sujet qui revient à chaque fois, mais déjà, rien qu'en pratiquant du sport, en ayant une alimentation équilibrée, sans bannir quoi que ce soit, déjà, il y a une perte de poids énorme. Il y en a qui perdent 10, 15 kilos en un an. C'est ce qu'il faut. En se mettant. Pratiquement, c'est ce qu'il faut. On commence quand? Les gens qui viennent vous voir sont plutôt âgés de quel âge à quel âge? Il y a vraiment tout âge. J'ai pas trop de jeunes, j'ai pas d'enfants. J'ai des ados, on va dire, jusqu'à. Mais là, c'est plus de la préparation physique liée à un événement ou à un calendrier particulier. C'est pas après, pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Si, j'ai aussi des personnes qui vont simplement s'entretenir, perdre du poids, se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête. Et voilà, il y en a que je suis depuis 4 ans parce qu'ils souhaitent continuer avec moi. Mais voilà. Ma dernière question concernera l'emploi du temps. On se trouve toujours les bonnes excuses pour dire « j'ai pas le temps, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps de faire du sport ». Une bonne préparation physique, ça nécessite combien de temps par jour? Ou par semaine peut-être? Oui, voilà, je vais parler par semaine. Après, ça dépendra de la personne à qui on s'adresse. Mais c'est très très bizarre parce que les gens qui ont un emploi du temps le plus chargé, c'est eux qui réussissent le mieux. S'ils ont très peu de plage horaire, donc cette plage horaire, elle est ciblée, ils savent qu'ils veulent faire du sport là, ils sont efficaces. Voilà. Donc j'ai des cadres sup à Paris qui trouvent un créneau 3 fois par semaine et qui s'y tiennent. Et c'est la régularité qui compte. Donc avant tout, c'est pas s'éparpiller, s'étendre, mais la régularité. Après là, je parle pour de l'entretien et de la pratique, premier marathon, premier trail, etc. C'est vrai qu'après, si on veut faire plus, bien entendu qu'il faut s'entraîner plus, c'est comme tout. Mais après, pour se sentir bien, c'est tous les jours plus ou moins un petit peu d'activité sportive. Il vaut mieux plus régulièrement marcher, et simplement, moins. Ça peut être des choses comme ça. Tout à fait. Marcher déjà, se déplacer en vélo, monter les escaliers et pas prendre les ascenseurs. Ça, c'est un peu le discours que je tiens aux Parisiens qui me contactent. Bon, je note tout ça. D'accord. Et je fais appel à vous dès que ça commence à prendre une ampleur trop dramatique. Merci mille fois. Il faut faire avant. Merci. On va continuer à parler d'exploits, si vous le voulez bien, avec 2 personnes qui, en 2007, ont une idée un peu farfelue. Partir, faire une expédition sur la calotte glaciaire au Groenland, avec une grosse difficulté pour ces personnes. Ce sont des handicapés, ils sont en fauteuil roulant. Je vous propose de découvrir un extrait de ce documentaire qui vous est proposé actuellement sur Montagne TV. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. On se retrouve très prochainement sur Montagne TV pour un autre numéro de 2 heures de marche. Merci pour votre fidélité, au revoir. Le sol de Ilulissat.
J'ai commencé la spéléologie, j'avais 16 ans. C'est vrai que c'est quelque chose qui est resté pour moi très important. Et surtout dans l'esprit de la découverte, qui m'a animé pendant toutes mes expéditions. D'abord à l'exploration dans la roche, ce qui était assez logique par rapport à mon métier, qui est un métier de tailleur de pierre. Donc il y avait une espèce de relation entre les deux. Et puis c'est vrai que la glace, d'un seul coup, m'a passionné. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé pendant pas mal d'années directeur et chargé des relations avec les scientifiques sur la glace. Et puis petit à petit, chef d'expédition, c'est-à-dire d'organiser moi-même mes expéditions, parce que c'est quelque chose qui me comblait, qui me faisait très envie. J'ai commencé les expéditions au Groenland en 89, et c'est quelque chose qui m'a passionné, cet environnement, la glace. L'élément moteur, il est dans la curiosité déjà, savoir comment fonctionne un glacier, comment fonctionnent les eaux à l'intérieur d'un glacier, pourquoi il y a de la vie sur la glace alors qu'à l'époque de Paul-Émile Victor, il disait qu'il n'y avait pas de plus grand désert que les déserts de glace, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune vie possible alors qu'il y a de la vie. On y va parce qu'il y a cette curiosité du glacionaute et du spéléologue qui a toujours existé en moi, qui consiste à voir comment ça fonctionne. Pourquoi à telle profondeur jusqu'à maintenant on est arrêté? Comment fonctionne la glace? Pourquoi elle a des différences de vitesse en fonction de l'épaisseur, de la profondeur? Tout ça, c'est un réel intérêt. Donc, toutes ces découvertes qui se font au fur et à mesure des expéditions, eh bien, c'est un bonheur en soi. C'est-à-dire qu'on avance à la fois sur le plan de la recherche et on avance sur le plan humain.